Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réussi son pari, celui de faire voter le budget cette semaine grâce aux concessions faites aux ultra-orthodoxes juifs. Il est donc temps pour son gouvernement de reprendre le dossier de la réforme judiciaire, même si la mobilisation contre cette dernière ne faiblit pas, avec les manifestations qui entrent dans leur 20e semaine. Les États-Unis ne seront pas en défaut de paiement la semaine prochaine, assure le président Joe Biden. Pourtant, si les négociations avancent, un accord n'a toujours pas été trouvé au Congrès américain sur la question du plafond de la dette publique. Les tractations politiques continuent avec la présidentielle 2024 en toile de fond. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen va se rendre en Hongrie la semaine prochaine. La réforme judiciaire en Israël sera au cœur de cette visite. Tel Aviv, estimant que Budapest était un modèle à suivre concernant cette question. Une visite qui intervient quelques jours seulement après que la coalition au pouvoir en Israël ait enfin réussi à faire passer le très controversé budget annuel du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Pour débattre de ce premier sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ici dans le studio notre éditorialiste Gauthier Rebinski. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci Gauthier d'être avec nous. Et depuis Jérusalem, notre correspondante Gwendolen de Bono. Merci Gwendolen d'être avec nous. Alors, je commence tout d'abord avec vous Gauthier. Eli Cohen, comme je le disais, le ministre des Affaires étrangères israélien va donc se rendre à Budapest pour discuter du système judiciaire sur place. Après, il y a eu une réforme similaire d'ailleurs en Hongrie après l'arrivée de Viktor Orban. Et de toutes les manières, on a l'impression aujourd'hui que la Hongrie est un grand allié d'Israël en Europe. C'est peut-être même le premier pays européen qui risque de transférer son ambassade à Jérusalem. Oui, ce qui serait en contradiction avec la politique officielle de l'Union européenne vis-à-vis donc de la question de Jérusalem, qui, je vous le rappelle, est un statut provisoire et qui devrait être achevé le jour où il y aura un accord entre Palestiniens et Israéliens. Mais ce qui est quand même effarant, c'est ce jeu de dupes où Israël joue avec Orban. Alors vous avez raison de dire que c'est un allié. Orban, en 2020, a été l'un des rares à ne pas se prononcer contre le projet d'annexion totale de la Cisjordanie qu'Israël avait, qu'il essaye de mettre en œuvre, mais peut-être d'une manière moins rapide et hâtée qu'autrefois. Mais malgré tout, c'est quand même la Hongrie d'Orban et la Hongrie à laquelle elle fait référence, c'est un nid d'antisémites. C'est un nid d'antisémites où en Hongrie, on rappelle le souvenir du major Miklos Horthy, qui était un fasciste pro-nazi pendant la guerre, où l'on rappelle le souvenir de Ferenc Alassi, qui a succédé à Horthy, qui a eu aucun scrupule à organiser la déportation d'à peu près 600 000 Hongrois juifs, dont la plupart ont péri. Et Netanyahou, qui est toujours persuadé de sa supériorité, fait comme s'il n'y avait pas ce problème-là, pour une raison très simple, c'est qu'Orban, lui, lutte contre l'immigration d'origine musulmane. Et c'est là-dessus que les deux compères s'entendent. Et là où c'est particulièrement dangereux, c'est que quand on va voir Orban pour voir comment il a procédé dans le domaine judiciaire, c'est parce que, et c'est de ça que s'inquiètent beaucoup d'Israéliens, c'est tordre le cou à la démocratie israélienne. Et Orban, il a dit lui-même, nous sommes tout à fait corrélés, Netanyahou et moi-même, dans la volonté et dans la pratique d'établir un conservatisme. On appelle ça, nous, des démocraties libérales, c'est un barbarisme un peu finalement ridicule. Mais c'est en ce sens qu'il y a une alliance, et vous savez qu'une alliance de ce type-là au sein de l'Europe, avec le fait que la Hongrie a déjà par le passé eu la possibilité, vu le système de vote à l'intérieur de l'Europe, a la possibilité de bloquer des textes qui, par exemple, seraient hostiles au gouvernement israélien actuel. Alors, Gwendolen, pour en revenir à cette réforme judiciaire, justement, on rappelle juste qu'il n'y a pas de constitution, c'est un peu le modèle anglo-saxon en Israël, il n'y a pas de constitution, et du coup, c'est la Cour suprême qui est la garante des lois fondamentales dans le pays. Or, c'est justement le pouvoir de cette Cour suprême qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahu voudrait encadrer. Oui, absolument. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Si on voulait faire une comparaison avec le modèle français, en Israël, la Cour suprême, c'est l'équivalent cumulé de notre Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Donc, si vous voulez, tous les litiges d'ordre juridique, qu'ils relèvent du droit civil, du droit pénal ou du droit privé, vont à cette Cour suprême. Et vous l'avez dit, c'est important puisqu'en Israël, il n'y a pas de constitution, mais seulement des lois fondamentales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la réforme de cette
cette institution judiciaire, elle pourrait permettre au gouvernement, à Benyamin Netanyahou, de nommer les magistrats mais aussi d'avoir un droit de veto sur les décisions des juges de la Cour suprême. Donc, si vous voulez, c'est tout l'équilibre des pouvoirs qui serait bouleversé et qui rendrait le politique presque tout puissant. Alors, actuellement, il y a des négociations qui ont lieu entre le gouvernement et l'opposition sous l'égide du président Isaac Herzog. Pour l'instant, elle n'avance pas beaucoup. Et puis, par ailleurs, il faut le dire, au sein de la coalition gouvernementale, la plus à droite de l'histoire d'Israël, les suprémacistes religieux, les alliés de Benyamin Netanyahou, eux, demandent à ce que, au moins, des passages de cette réforme judiciaire soient désormais adoptés au plus vite pendant la session d'été du Parlement. Alors, Gwendoline, il y a une autre question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Benyamin Netanyahou et son gouvernement font tout pour faire passer cette réforme. Or, la rue israélienne, il y a beaucoup de gens qui sont descendus, et depuis près de 20 semaines, pour se soulever contre cette réforme, la gauche, le centre, mais même une partie de la droite israélienne. Oui, absolument. Et puis, il faut comprendre que pour ces manifestants qui descendent chaque semaine dans la rue, qui ne désarment pas, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ça ne fait aucun doute pour eux. C'est que le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'entête dans cette réforme de la justice pour protéger ses intérêts personnels. Ça, c'est très clair pour eux, parce que le Premier ministre reste inculpé dans 3 affaires pour corruption, pour fraude et pour abus de conscience. Et encore une fois, cette réforme, elle pourrait lui permettre de nommer des juges qui auraient à statuer sur son cas. Donc par ailleurs, c'est aussi pour ça que les manifestants sont très motivés, ne désarment pas, ça c'est une chose. Et puis pour eux, Gauthier le disait, c'est vraiment un coup d'arrêt à la démocratie, en tout cas un changement fondamental dans ce qu'est aujourd'hui la démocratie israélienne. C'est pour ça que les manifestants appellent ça un coup d'État judiciaire. Et puis c'est pour ça aussi qu'on voit un mouvement inédit avec tout de même beaucoup de réservistes. Par exemple, on a vu des pilotes réservistes, des réservistes des unités d'élite menacés de ne plus servir. C'est dire à quel point c'est important pour eux. Et puis au-delà de la réforme en tant que telle, ce qu'on voit en Israël, et c'est aussi la raison pour laquelle ces manifestations continuent, c'est que c'est vraiment le réveil de l'Israël laïque qui s'oppose à l'Israël religieux qui est aujourd'hui majoritaire au gouvernement. Donc il y a vraiment dans ces manifestations aussi une question d'identité. Alors en parlant justement d'Israël laïque et des religieux, pendant un temps, Benyamin Netanyahou avait mis en pause un peu cette réforme pour s'occuper du budget qu'il fallait absolument faire passer. Je le disais en introduction, le budget a été enfin voté grâce justement aux ultra-orthodoxes juifs à qui il a fait des cadeaux pour pouvoir faire passer son budget aujourd'hui. Oui, alors ce n'est pas nouveau en Israël. Compte tenu, si vous voulez, du système intégralement ou presque proportionnel en Israël, vous avez des formations politiques, quelles qu'elles soient, qui se retrouvent en position de charnière et qui sont capables, malgré une représentativité toute relative, de mettre à bas telle ou telle coalition en fonction de leurs propres intérêts. Et là, à nouveau, le chasse concernant les séfarades, mais d'autres partis d'obédience ashkénaze ont joué un rôle en disant au fond à Netanyahou, votre budget, on ne le vote pas si nous, par exemple, on n'a pas un certain nombre de fonds. Et là, c'est énorme. On estime que c'est 4 milliards d'euros en somme discrétionnaire, en fonds discrétionnaires, qui sont alloués à ces partis, notamment pour créer des écoles. Et là où ça va encore plus loin, si vous voulez, c'est que ces écoles sont une sorte de formatage à la fois religieux et presque obscurantiste d'une certaine jeunesse israélienne. Comme par exemple dans les quartiers où les croyants, où les haredim sont majoritaires, où il est interdit par exemple, pas toujours, mais parfois, d'enseigner les mathématiques, d'enseigner les matières dites profanes. Et c'est là que vous creusez aussi un gouffre dans la société israélienne entre des jeunes qui auront été à l'école, on va dire, laïque, entre guillemets, avec l'enseignement des matières d'éveil. C'est pour ça qu'on appelle ça les matières d'éveil. Et ceux qui seront restés dans le domaine de la croyance. Là, ça clive à terme la société israélienne, d'autant qu'en plus, compte tenu de l'avantage, entre guillemets, démographique des croyants, on estime qu'à l'horizon de 2050, ils pourraient être majoritaires en Israël. Il y a quand même un espoir là-dedans. C'est que les jeunes, si vous voulez, on a réussi à leur interdire, les jeunes des familles ultra-croyantes, on a réussi à leur interdire en partie la télévision. Mais par exemple, on ne peut pas leur interdire le portable qui se cache dans une poche. Et donc, il y a quelque chose qui joue à terme, mais de manière lente, contre le pouvoir de ces religieux, a fortiori quand les laïcs se disent
on n'en peut plus de supporter budgétairement, justement, ces gens dont la plupart ne travaillent pas. Les femmes, parfois, travaillent. Mais les hommes sont voués à l'étude interminable de la Torah. Et à ce moment-là, il y a un ras-le-bol de la société qui dit nous ne pouvons plus financer ces gens-là qui sont, en plus, si vous voulez, en dehors, par exemple, de l'actualité sécuritaire israélienne. Donc, c'est un espoir. Mais dans l'immédiat, ce que fait Netanyahou avec ses alliés, c'est de creuser le mur, enfin de creuser le gouffre entre plusieurs parties de la société. Alors, Gwendoline, justement, à ce sujet, ce cadeau financier est d'autant plus décrié qu'on est dans un moment où l'économie est un peu critique malgré tout. En Israël, on parle de la dévaluation du shekel, on parle aussi d'une inflation grimpante, etc. Ce qui fait que beaucoup de gens aussi ne comprennent pas ce geste, là où il fallait peut-être un geste pour relancer la croissance, par exemple. Oui, absolument. Alors, bon, évidemment, l'opposition comprend pourquoi Benyamin Netanyahou l'a fait, mais c'est vrai qu'il faut avoir l'esprit qu'Israël, c'est le pays de la vie chère. D'ailleurs, Tel Aviv a été classée ville la plus chère du monde. À Tel Aviv, un 2 pièces cuisine, ça peut monter jusqu'à 4 000 € par mois. La nourriture augmente énormément. Il y a une inflation qui est de 5%, malgré diverses hausses des taux d'intérêt. Donc, vous avez beaucoup d'Israéliens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et puis, c'est vrai qu'il y a également le shekel qui chute, qui a commencé à chuter d'ailleurs à cause de la réforme de la justice. Et donc, dans ce contexte, effectivement, l'Israël laïque et libéral, eh bien, elle est ulcérée, elle est exaspérée par les concessions faites par l'actuel gouvernement aux ultra-orthodoxes. Et puis, par ailleurs, cette semaine, il y a eu 280 économistes israéliens de très haut niveau qui ont dénoncé cela justement dans une lettre, qui ont dénoncé les effets de ce budget sur l'économie, en parlant notamment des ultra-orthodoxes. Et pour eux, il s'agit d'une menace existentielle sur l'avenir d'Israël. Pour eux, il y a un danger dans l'augmentation sans précédent de ces fonds qui sont alloués aux ultra-orthodoxes, notamment parce que ces jeunes n'auront pas une éducation qui va leur permettre de s'insérer dans le marché du travail. Et ce que disent ces économistes, et c'est une phrase très forte, ils disent « Israël risque de devenir une économie du tiers-monde ». Merci beaucoup, Gwendoline Debono, d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Merci, Gauthier Rebinski, pour vos explications. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.